Le ciel de décembre s'était chargé d'un gris lourd, menaçant de verser toute son eau sur Paris et ses alentours. Chloé pédalait contre le vent glacial, son sac de livraison plaqué contre son dos trempé. À 23 ans, elle connaissait chaque recoin de Saint-Denis, chaque détour pour éviter les rues les plus encombrées, chaque raccourci à travers les terrains vagues pour gagner quelques précieuses minutes. Elle travaillait pour une application de livraison express depuis près de 2 ans, jonglant avec les horaires irréguliers, les clients pressés, les voitures agressives et les semelles usées de ses baskets. Sa mère, clouée à la maison par une maladie respiratoire chronique, n'avait plus travaillé depuis des mois. Son frère cadet, Maxime, âgé de 11 ans, rentrait souvent de l'école en silence, les épaules basses, les larmes prêtes à couler. Les factures s'entassaient. Alors Chloé pédalait encore et encore, comme si la vitesse pouvait repousser le désespoir. Ce jour-là, une notification inhabituelle apparut sur son téléphone fixé au guidon, une livraison dans le 16e arrondissement. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait jamais mis les pieds là-bas. Le 16e, c'était les avenues calmes bordées d'immeubles haussmanniens, les voitures de luxe garées sans crainte, les rideaux blancs parfaitement tirés. Rien à voir avec la rudesse des rues de Saint-Denis. Elle hésita un instant. La pluie tombait plus fort, fouettant son visage. Elle activa quand même la commande et prit la direction du centre-ville, le cœur serré. Plus elle avançait, plus les rues devenaient propres, silencieuses, comme vidées de toute urgence. Les passants étaient rares, emmitouflés dans des manteaux hors de prix, tenant des parapluies solides, indifférents à la jeune femme qui luttait contre les éléments. Arrivée à l'adresse indiquée, Chloé leva les yeux. L'immeuble, en verre et en acier, tranchait avec les bâtiments anciens des environs. Elle n'avait jamais vu une façade aussi brillante, ni un hall d'entrée aussi épuré, presque clinique. Elle descendit de son vélo, s'essuya les mains sur son pantalon déjà mouillé et chercha la sonnette correspondante. Le code d'entrée était déjà inscrit sur son écran. Elle appuya, entra, puis monta lentement les marches en colimaçon menant au dernier étage. À chaque palier, ses jambes tremblaient un peu plus, non pas de fatigue, mais d'un mélange étrange d'appréhension et de malaise. Devant la porte indiquée, elle inspira profondément. L'odeur du couloir était différente, un mélange de cire, de cuir et de parfums discrets. Elle appuya sur la sonnette. Pas de réponse immédiate. Elle entendit finalement des pas derrière la porte, puis le déclic d'une serrure. La porte s'ouvrit lentement. Un homme se tenait là. Grand, élégant, costume sobre, cheveux châtains coiffés avec précision. Il la regarda d'abord sans expression, comme s'il s'attendait à une toute autre personne. Puis, son regard se fixa sur le visage trempé de Chloé, ses mèches collées à la peau, ses doigts crispés autour du sac de livraison. Il ne bougeait pas. Il semblait figé, comme suspendu à quelque chose d'invisible. « C'est pour vous, » dit-elle, la voix légèrement essoufflée. « Commande numéro 3402. » Elle tendit le paquet, évitant son regard. « Ton nom ?» demanda-t-il brusquement. Elle leva les yeux, surprise. Il n'était pas agressif, ni même curieux, mais sa voix trahissait un trouble, imperceptible mais réel. « Chloé » répondit-elle, puis recula d'un pas. « Bonne journée. » Il prit le paquet sans un mot. Elle se détourna, pressée de redescendre, de quitter cet endroit où elle se sentait déplacée. Mais avant qu'elle n'atteigne les premières marches, elle sentit son regard dans son dos, persistant, comme une question qui n'avait pas encore été posée. La porte se referma doucement derrière elle. Dans l'ascenseur, Chloé se regarda dans le miroir. Des cernes, des gouttes de pluie qui glissaient encore sur ses joues, une expression qu'elle ne se reconnaissait pas. Quelque chose venait de changer. Elle ne savait pas quoi, ni pourquoi, mais ce regard. Ce regard n'était pas celui d'un simple client. Elle remit son casque, regagna son vélo et reprit la route sans regarder en arrière. Le lendemain, la pluie avait laissé place à un ciel bas, presque blanc, mais l'air restait humide, collant à la peau comme une seconde couche. Chloé, les jambes encore douloureuses de la veille, s'était levée avant l'aube pour aider sa mère à se lever et préparer le petit déjeuner de Maxime. Elle avait souri devant son bol de céréales, comme tous les matins, faisant mine que tout allait bien malgré la fatigue dans ses épaules et la tension permanente dans sa nuque. Elle quitta l'appartement à 8 heures tapantes, le sac déjà chargé d'une première livraison. Vers 15 heures, alors qu'elle pensait finir bientôt sa tournée, une notification s'afficha sur son téléphone. Même adresse, même nom. Elle sentit son cœur se contracter brièvement. Rue de Longchamp, immeuble vitré, dernier étage.
Le souvenir du regard de l'homme la veille lui revint, précis, inexplicablement net. Elle secoua la tête, tenta de chasser l'impression étrange qui s'était ancrée en elle, et activa la commande. Cette fois, elle prit la route avec moins d'hésitation, mais non sans appréhension. Elle connaissait maintenant le trajet, savait où s'arrêter, où descendre, comment entrer. Lorsqu'elle arriva devant la façade en verre, elle prit une profonde inspiration, resserra la sangle de son casque et monta les marches avec plus d'assurance. Arrivée devant la porte, elle hésita une seconde avant de sonner. Le souvenir du regard de la veille était encore là, logé quelque part dans un coin de sa mémoire, entre malaise et fascination. La porte s'ouvrit plus rapidement cette fois. L'homme était là, vêtu d'une chemise blanche impeccable, sans cravate, manches légèrement retroussées. Il la dévisagea, son regard s'attardant sur ses joues rougies par l'effort et ses vêtements à nouveau trempés. Une bruine fine s'était remise à tomber. Il n'afficha ni sourire ni agacement, mais il y avait une curiosité visible dans la manière dont il la fixait, comme s'il essayait de deviner quelque chose chez elle, derrière l'uniforme de livraison, derrière le casque et la fatigue. « Vous êtes encore toute mouillée, dit-il simplement. Elle haussa les épaules, tendant le paquet sans chercher à prolonger l'échange. Mais au lieu de le prendre et de refermer la porte comme la veille, il fit un pas de côté et ouvrit davantage l'entrée. « Entrez 1 minute, je vais vous chercher une serviette. » Elle resta figée, surprise par l'invitation. Il semblait parler avec une neutralité totale, sans insinuation, sans familiarité déplacée. Devant son silence, il ajouta d'un ton légèrement plus doux, « Juste une serviette, vous allez attraper froid. » Elle hésita encore, puis franchit le seuil. L'intérieur de l'appartement était à l'image de l'extérieur, épuré, lumineux, froidement élégant. Du parquet clair, des murs blancs, quelques tableaux contemporains, des meubles aux lignes nettes, sans surcharge. Il disparut quelques secondes dans une pièce attenante et revint avec une grande serviette gris foncé qu'il lui tendit sans un mot. Chloé la prit, s'essuya rapidement les bras et les joues, puis ôta son casque qu'elle posa près de la porte. « Merci, je ne resterai pas longtemps. J'ai encore des courses à faire. » Il hocha la tête et se dirigea vers une cuisine ouverte, presque invisible tant elle était intégrée à l'ensemble. Il sortit une bouteille d'eau et 2 verres. « Vous voulez boire quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Non, merci. » Il versa de l'eau pour lui-même, but une gorgée, puis s'adossa au plan de travail en la regardant. « Vous livrez souvent dans ce quartier ?» Elle haussa les sourcils, un peu surprise par la question. « Non, c'est rare. D'habitude, je reste autour de Saint-Denis. » Il sembla réfléchir à cette réponse, puis posa doucement son verre sur le comptoir. « Saint-Denis. Ce n'est pas la porte à côté. » Elle répondit simplement. « C'est chez moi. » Un silence s'installa. Pas un silence gênant, mais chargé de cette tension légère entre 2 inconnus que tout oppose et que le hasard oblige à partager un moment. Elle sentit qu'il allait poser d'autres questions, mais elle ne voulait pas en dire plus. Elle reprit son casque, la serviette encore dans la main. « Je dois y aller. Merci pour la serviette. » Elle fit un pas vers la porte, mais avant qu'elle ne l'ouvre, il dit « Moi, c'est Julien. Julien Martel. » Elle se retourna brièvement. « Enchanté. » Et sans ajouter un mot, elle sortit, la serviette toujours dans la main. Elle ne la rendit pas. Elle n'avait pas osé. Une fois dehors, elle la fourra dans son sac et descendit rapidement les escaliers. Julien resta un moment dans l'encadrement de la porte ouverte, les yeux posés sur l'endroit où elle se tenait quelques secondes plus tôt. Il ne comprenait pas exactement pourquoi cette jeune femme venue 2 fois avait laissé une impression aussi persistante. Il connaissait des centaines de visages, il en croisait chaque semaine dans les réunions, les dîners d'affaires, les conférences. Mais celui-là, avec ses traits fatigués, ses yeux graves et ses gestes discrets, restait. Chloé, de son côté, reprit son vélo et pédala jusqu'à sa prochaine destination, en silence. Elle ne voulait pas réfléchir à ce qui venait de se passer. Ce n'était qu'une livraison. Un client un peu plus poli que les autres, voilà tout. Rien d'important, rien à retenir. Et pourtant, dans sa sacoche, la serviette grise pesait plus qu'elle n'aurait cru. Le jeudi suivant, alors que la journée avait commencé comme tant d'autres, réveil à 6 heures, petit déjeuner rapide avec Maxime, médicaments pour la mère, vérification du téléphone pour les premières commandes, Chloé ne s'attendait pas à revoir le nom de Julien Martel apparaître sur son écran. L'adresse était la même, l'étage aussi. Une commande de boisson presque insignifiante pour un prix dérisoire. Elle fronça les sourcils en voyant l'heure. 14h30.
L'après-midi venait à peine de commencer et elle avait déjà 3 autres livraisons en attente. Pourtant, quelque chose l'amena à accepter, malgré l'instinct qui lui soufflait de refuser. Elle pédala plus vite que d'habitude, consciente du trajet qu'elle connaissait maintenant par cœur. Chaque détour était familier. Chaque feu, chaque passage piéton, chaque virage. La montée vers le 16e arrondissement, d'habitude pénible, se fit presque naturellement. Une part d'elle se demandait pourquoi ce même homme commandait encore, et surtout pourquoi il semblait attendre précisément qu'elle, parmi tous les coursiers disponibles, effectue cette livraison. Arrivée devant l'immeuble, elle s'engouffra dans le hall, salua brièvement le concierge qui baissa à peine les yeux de son écran. Dans l'ascenseur, elle évita de se regarder dans le miroir. Elle n'aimait pas ce qu'elle y verrait, le visage fatigué, les traits durs, les cernes de plus en plus visibles. L'ascenseur s'arrêta. Elle sortit, prit une brève inspiration, puis sonna à la porte qu'elle avait appris à reconnaître par l'élégance discrète de son encadrement. Julien ouvrit avant même qu'elle ne retire le doigt de la sonnette. Il ne portait pas de veste cette fois, seulement une chemise bleu clair et un pantalon de costume. Il la regarda comme s'il avait su qu'elle viendrait. « Entrez », dit-il simplement. Chloé hésita, puis accepta, sans un mot. Elle entra, déposa la commande sur le comptoir de la cuisine ouverte, puis se redressa. Julien avait déjà 2 tasses de café prêtes. Il en tendit une vers elle. « J'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose de chaud. Il ne pleut pas aujourd'hui, mais le froid. Il est traître. » Elle prit la tasse un peu à contre-cœur, sans boire. « Vous commandez souvent juste pour offrir du café au livreur. » Il esquissa un sourire léger, presque imperceptible. « Seulement quand le livreur me semble intéressant. » Elle haussa un sourcil. « Intéressant ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il s'assit sur un tabouret près du comptoir, croisant les bras, les yeux posés sur elle, mais sans insistance. Ce n'était pas un regard lourd, ni dominateur. C'était celui de quelqu'un qui observait pour comprendre, non pour juger. « Vous êtes différente. » Elle soupira. « Parce que je suis trempée, épuisée, ou simplement parce que je viens d'un quartier que vous évitez. » Il secoua doucement la tête. « Ce n'est pas une question de quartier. J'ai grandi à Bobigny. J'ai connu la débrouille. Ce n'est pas le lieu qui vous rend différente. C'est votre façon de le porter. Vous n'avez pas peur d'être fatiguée. Vous ne cachez pas la difficulté. » Elle fut surprise par la précision de ses mots. Elle avait l'habitude des regards qui évitèrent les siens, des phrases creuses ou des commentaires condescendants. Mais là, elle se sentit vue, non pas réduite à sa fonction de livreuse, ni à son adresse, mais comme une personne entière, complexe, avec des angles encore invisibles. Elle but une gorgée de café. Il était amer, mais bon. Elle reposa la tasse. « Et vous? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous commandez des boissons que vous n'allez pas boire juste pour faire entrer une inconnue ?» Julien sembla réfléchir avant de répondre. « Parce que je suis seul, et parfois on a besoin de silence avec quelqu'un d'autre. Vous ne parlez pas pour remplir le vide. J'apprécie ça. » Chloé ne sut quoi répondre. Elle ressentit une gêne étrange, pas désagréable, mais instable, comme si elle avait mis le pied sur une surface fragile, entre la glace et le vertige. Elle baissa les yeux, s'apprêtant à partir. « J'ai du travail, je ne peux pas rester. » Il ne tenta pas de la retenir. Il acquiesça simplement. « D'accord. » Elle remit son casque, déposa la tasse dans l'évier et s'approcha de la porte. « Merci pour le café. » Il sourit doucement. « Merci d'être venu. » Elle sortit, descendit rapidement les escaliers, ignorante de l'agitation dans son propre ventre. Ce n'était pas une attirance. Pas encore. Mais une forme de tension nouvelle. Un appel, un dialogue silencieux qui s'installait sans qu'elle sache comment ni pourquoi. Ce qui l'inquiétait, ce n'était pas lui. C'était ce que cette rencontre réveillait en elle. Une partie oubliée, une curiosité qu'elle croyait éteinte. Ce soir-là, en rentrant, elle ne parla pas de Julien à sa mère, ni à Maxime. Elle prépara le dîner comme à son habitude, vérifia les devoirs de son frère, administra les médicaments, nettoya la petite cuisine, éteignit les lumières du salon. Mais dans sa chambre, seule, assise au bord du lit, elle fixa longuement l'écran noir de son téléphone. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Julien Martel se souvienne de son prénom. Et pourtant, il l'avait dit avec une facilité déconcertante, comme s'il le connaissait depuis longtemps. Le lendemain, en repartant travailler, elle jura de ne plus retourner là-bas. Trop d'éléments instables, trop de questions sans réponse. Mais au fond, elle savait que s'il commandait encore, elle accepterait.
Pas pour le café, pas pour le regard, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait comme si elle valait plus que son uniforme, plus que ses kilomètres parcourus chaque jour. Et ça, elle ne savait pas encore si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Les jours suivants, Chloé remarqua un changement dans ses habitudes de livraison. Le nom de Julien Martel revenait régulièrement, presque à intervalles fixes, toujours à des moments où elle n'était ni au début ni à la fin de sa tournée, comme s'il savait exactement quand elle serait disponible. Les commandes, en soi, n'étaient jamais urgentes ni conséquentes. Un simple sandwich, une bouteille d'eau minérale, parfois un livre. Elle savait qu'un homme comme lui n'avait pas besoin de ses services pour se nourrir ou s'informer. Pourtant, à chaque notification, elle sentait cette tension familière se resserrer en elle. Elle n'en parla à personne, ni à sa mère, ni à Maxime, comme si ces rencontres de plus en plus fréquentes faisaient partie d'un monde parallèle, séparé de sa réalité pesante. Julien, de son côté, ouvrait toujours la porte de la même manière, calme, précis, sans empressement. Il n'y avait jamais de gestes déplacés ni de phrases ambiguës. Son regard, en revanche, trahissait une attention particulière, une forme de concentration qu'elle n'avait jamais vue chez d'autres hommes. Il ne cherchait pas à séduire, pas à impressionner. Il observait simplement avec cette lucidité tranquille qui déstabilisait Chloé à chaque fois. Un jeudi matin, alors qu'elle s'apprêtait à refuser la commande pour cause de surcharge, elle vit la note laissée par le client. « Prenez votre temps. Ce n'est pas pressé. » J. Elle accepta, sans trop savoir pourquoi, et pédala jusqu'à l'adresse qu'elle connaissait désormais sans GPS. Une fois arrivée, elle sonna et entra presque mécaniquement, saluant d'un signe de tête le même concierge toujours indifférent. Julien ouvrit la porte, comme toujours, mais cette fois quelque chose avait changé. Il portait un pull en laine fine et un pantalon plus décontracté. Il ne tenait pas de paquet ni de tasse de café. Il la regarda et lui dit simplement « Il n'y a pas de livraison aujourd'hui ». Chloé fronça les sourcils déjà sur la défensive. « Alors pourquoi m'avoir fait venir ?» Il ne sourit pas, mais son ton restait calme. « Je me suis dit que vous accepteriez peut-être de boire un café ici. » Assise, cette fois. Pas entre deux livraisons, pas entre deux silences. Elle le fixa un moment, incertaine. Ce n'était pas une question anodine, et elle le savait. Elle savait aussi qu'en acceptant, elle franchirait une limite qu'elle s'était jurée de ne jamais franchir avec un client. Elle pensa à sa mère, au regard inquiet qu'elle lançait chaque fois qu'elle rentrait tard. Elle pensa à Maxime, qui comptait sur elle comme on s'accroche à la dernière bouée dans une mer agitée. Elle pensa à ses horaires serrés, à ses jambes douloureuses. Mais au lieu de refuser, elle répondit « 10 minutes, pas plus ». Julien s'effaça pour la laisser entrer. Il lui indiqua le salon, où un plateau de café, 2 tasses et quelques viennoiseries étaient déjà disposés sur la table basse. Elle s'assit, raide, le dos droit, les mains sur les genoux, comme une élève convoquée par un professeur. Julien s'installa en face d'elle, sans la forcer à entamer la conversation. Il lui servit le café, puis lui tendit une assiette. « J'ai acheté ça ce matin, dit-il. Je ne savais pas ce que vous aimiez. » Elle prit un croissant sans mot dire, le posa devant elle. Le silence s'installa, mais cette fois, il n'était ni gênant ni vide. C'était un espace suspendu, comme si chacun attendait de comprendre les intentions de l'autre. Chloé fut la première à parler. « Pourquoi vous faites ça ?» Julien prit une gorgée de café avant de répondre. « Parce que je suis intrigué. » Elle haussa un sourcil. « Par une livreuse ? Par une femme qui traverse la ville en silence et dont le regard en dit long sans jamais se plaindre. Par quelqu'un qui ne cherche rien à obtenir, mais qui mérite davantage. » Elle détourna les yeux, mal à l'aise. « Je ne suis pas spéciale. Je fais ce que je peux. Comme tout le monde. » « Non, justement. Pas comme tout le monde. » Elle se leva brusquement, comme si son propre malaise venait de devenir trop fort pour rester assise. « Je dois y aller. » Il ne tenta pas de l'arrêter, bien sûr. Elle prit son casque, déjà prête à franchir la porte, mais il ajouta, avant qu'elle ne parte, « Ce n'est pas une stratégie. Je ne vous veux rien d'autre qu'une conversation. Et peut-être un café de temps en temps. Rien que ça. » Elle ne répondit pas, mais referma la porte derrière elle avec une lenteur étrange, comme si une part d'elle restait dans cette pièce lumineuse. Les jours suivants, Julien continua à commander, mais plus rarement. Chloé se surprit à attendre ses notifications, à sentir un vide étrange quand elle n'apparaissait pas.
Elle tentait de se concentrer sur son travail, sur les tâches ménagères, sur l'état de santé de sa mère de plus en plus fragile, et sur les devoirs de Maxime de plus en plus lourds. Mais dans les moments de calme, l'image de l'appartement lumineux, du café chaud, et surtout du regard calme de Julien revenait. Elle finit par comprendre qu'elle n'était plus tout à fait la même, pas à cause d'un homme, mais parce qu'un regard avait réveillé en elle une chose enfouie, la sensation d'exister en dehors des urgences, des responsabilités, de l'épuisement. Elle n'en voulait pas à Julien pour ça, elle s'en voulait à elle-même de l'avoir laissé entrer dans cet espace intérieur qu'elle gardait fermé depuis si longtemps. Mais malgré ses réticences, elle savait qu'un lien s'était tissé, silencieux, fragile, mais réel, et qu'il serait de plus en plus difficile d'ignorer ce fil invisible qui, sans prévenir, tirait doucement vers l'inconnu. Chloé n'avait jamais aimé parler d'elle. Depuis l'enfance, elle avait compris que les silences étaient côté plus sûrs que les confidences, que les murs bâtis avec des regards baissés tenaient mieux face au jugement que les récits sincères. Elle n'avait donc jamais pris l'habitude de se raconter. Pas à ses rares amis, pas aux collègues de passage, encore moins à des clients. Alors, face à l'intérêt croissant de Julien Martel, elle avait érigé une barrière ferme, solide, qu'elle entretenait à chaque interaction. Il pouvait poser des questions, formuler des hypothèses, chercher à creuser par des remarques anodines, mais elle détournait toujours. Une phrase brève, un sourire vague, un prétexte pour partir plus tôt. Et pourtant, elle revenait. Inconsciemment ou non, elle revenait. Julien, de son côté, n'insistait jamais frontalement. Il observait, notait, écoutait. Il avait compris que l'approche frontale la ferait fuir, que Chloé était comme un animal blessé, méfiant, rapide à s'éloigner, mais aussi fatigué de courir. Ce qui l'intriguait chez elle n'était pas seulement son mystère, mais la manière dont elle vivait, sa manière de porter le silence comme une armure, d'absorber les regards sans jamais les rendre. Il voyait dans chacun de ses gestes un passé lourd qu'elle ne partageait pas, et plus il essayait de comprendre, plus il mesurait l'ampleur de ce qu'elle portait seule. Un samedi matin, alors qu'il lui avait commandé un petit déjeuner, pain frais, confiture artisanale, jus de fruits pressés, et qu'elle était venue comme toujours, les yeux cernés et les mains légèrement tremblantes, il osa une question simple, presque anodine. « Vous dormez parfois ?» Elle releva les yeux, surprise. Il n'y avait pas de moquerie dans sa voix, juste une curiosité sincère. « Quand je peux. Et votre famille, elle ne s'inquiète pas de vous voir épuisé comme ça ?» Elle détourna les yeux. « Ma famille, c'est particulier. » Julien ne répondit pas. Il comprit qu'il ne devait pas aller plus loin, pas aujourd'hui. Mais cette simple phrase l'avait marqué. Il sut alors que derrière ces silences se cachait bien plus qu'un quotidien difficile. Il y avait des blessures anciennes, non dites, et des responsabilités trop grandes pour une seule personne. Chez elle, Chloé menait une guerre silencieuse. Sa mère, anciennement employée dans une maison de retraite, avait vu sa santé se détériorer brutalement après une infection pulmonaire mal soignée. Depuis, elle ne pouvait plus travailler, passait de médecin en médecin, mais les traitements restaient coûteux et partiellement couverts. Les allocations sociales arrivaient toujours trop tard, trop peu. Maxime, quant à lui, souffrait en silence. Il était brillant, curieux, mais les autres élèves de sa classe ne voyaient que ses vêtements usés, ses chaussures trop petites, son air renfermé. Les insultes se répétaient, les gestes violents aussi. Il ne disait rien, mais Chloé voyait tout, les bleus cachés, les silences au dîner, les cahiers qu'il déchirait en rentrant. Elle ne parlait de rien, ni aux assistantes sociales, ni aux professeurs, ni aux voisines trop bavardes. Elle avait appris à tout absorber, à tout cacher, à encaisser. Ses journées s'enchaînaient sans pause, réveil à 6 heures, soins pour sa mère, préparation du petit déjeuner, dépôt de Maxime à l'école, tournée de livraison, courses, lessive, cuisine, devoirs, encore des soins, puis sommeil entrecoupé. Et cela, sans jamais une plainte. Elle ne se l'autorisait pas. Pleurer n'était pas une option. Pas tant que quelqu'un dépendait d'elle. Julien, bien qu'ignorant les détails, percevait le poids de cette existence. Il s'était mis à chercher des indices discrètement. Il avait demandé à son assistante de retrouver le dossier RH de l'entreprise de livraison. Il avait appris le nom complet de Chloé, son adresse à Saint-Denis, sa date d'embauche. Pas plus. Il n'avait pas osé franchir la limite de la vie privée. Mais ces quelques données suffisaient à confirmer ce qu'il soupçonnait déjà.
Chloé était seule à tenir debout un monde entier. Il pensa souvent à l'inviter à se confier, à parler d'elle, mais à chaque fois, il se retenait. Il savait que ce genre d'ouverture ne se force pas. Elle devait venir d'elle, le jour où elle sentirait qu'il ne la regardait pas comme une curiosité, mais comme une égale. Un soir, après une journée particulièrement difficile, une panne de vélo, un client agressif, une file d'attente interminable à la pharmacie, Chloé entra chez Julien sans même dire bonjour. Il l'attendait, comme prévu. Elle posa le sac sur la table, retira son casque d'un geste vif, puis s'effondra sur le canapé sans cérémonie. Julien, surpris, ne dit rien. Il s'approcha, lui tendit un verre d'eau, qu'elle prit sans le regarder. Elle resta là, silencieuse, les yeux perdus dans un point fixe. Ce fut lui qui rompit le silence, d'une voix presque imperceptible. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant ici. » Elle le regarda enfin, et pour la première fois, il vit ses yeux briller. Pas de colère, ni de tristesse. Juste une fatigue immense, une détresse muette. Je suis fatigué de tout tenir, fatigué de faire croire que ça va. Ce fut la seule chose qu'elle dit ce soir-là. Puis elle se leva, remit son casque et partit. Julien ne la retint pas. Mais dès ce moment, il comprit qu'il ne s'agissait plus simplement de curiosité. Il ne voulait plus juste la connaître. Il voulait la protéger, l'alléger, lui prouver qu'elle n'était pas seule. Mais il savait aussi qu'elle ne lui permettrait pas encore. Pas maintenant. Parce que Chloé, malgré tout, avait appris à survivre dans la solitude. Et pour l'instant, elle n'était pas prête à abandonner ce mode de survie. Julien Martel avait construit son empire sur la maîtrise. Il dirigeait l'une des plus puissantes entreprises de technologie en France, fréquentait les hauts cercles économiques, signait des accords internationaux et gérait des centaines de salariés avec un calme que beaucoup enviaient. Mais depuis l'arrivée silencieuse d'une livreuse nommée Chloé dans son quotidien, quelque chose avait vacillé. Ce n'était pas une distraction ni une passade, c'était une forme d'ancrage. Une présence rare qui le forçait à écouter autrement, à regarder sans les filtres du monde auquel il appartenait. Et cela n'échappa pas à Claire Beaumont. Claire n'était pas simplement une figure du passé. Ancienne fiancée de Julien, associée fondatrice de leur société, elle connaissait ses moindres gestes. Elle l'avait vu réussir, échouer, repartir. Leur séparation, officielle depuis 2 ans, n'avait jamais été vraiment digérée. Pour elle, tout était encore stratégique. La vie privée, les alliances professionnelles, les rumeurs. Quand elle apprit par une remarque anodine d'une assistante que Julien recevait souvent la même livreuse dans son bureau, elle ne réagit pas immédiatement. Elle attendit, observa. Puis, lorsque les visites persistèrent, elle décida d'en savoir plus. Elle interrogea le personnel discret de la réception, glana des informations, recoupa des données de livraison. Le nom de Chloé apparaissait régulièrement. Toujours en après-midi, toujours seule, souvent attendue, Claire fit ce qu'elle savait faire de mieux, enquêter avec méthode, sans laisser de traces. Ce qu'elle découvrit ne l'indigna pas seulement, cela la révolta. Une femme sans diplôme reconnue, vivant à Saint-Denis avec des revenus précaires, sans réseau, sans influence. Pour elle, ce n'était pas une romance, c'était une faille, une faiblesse dans l'image de Julien, et elle ne pouvait tolérer cela. Elle décida de le confronter sans avertissement. Un soir, alors que Julien sortait d'une réunion avec des investisseurs étrangers, Claire l'attendait dans son bureau. Elle était élégante, parfaitement maquillée, son manteau posé sur le dossier d'un fauteuil, une coupe de vin à la main. « Tu ne me demandes plus si tu peux rentrer dans ton propre bureau ?» dit-elle avec un sourire froid. Julien referma la porte derrière lui, détendu, mais méfiant. « Tu m'attends pour quelque chose en particulier ?» Claire s'approcha, posa son verre sur le bureau. « Tu vois toujours ta petite livreuse ?» Julien fronça à peine les sourcils, mais il ne répondit pas. « Je me suis renseigné. Chloé, 23 ans, famille en difficulté, réside à Saint-Denis. Tu as bon goût pour les causes sociales. » Le ton était mordant. Julien resta silencieux. « Tu sais ce que ça donnerait médiatiquement si l'un des patrons les plus surveillés de la tech française se mettait à recevoir régulièrement une jeune livreuse dans son bureau sans raison apparente. » Julien s'approcha lentement, croisa les bras. « Tu veux insinuer quoi ?» Claire ne recula pas. « Je ne veux rien insinuer. Je constate. Toi qui es toujours prudent, méthodique, tu t'attaches à une fille qui n'a rien à voir avec ton monde. Tu la fais entrer dans ton espace. Elle devient une habitude. Et tu crois que personne ne le verra ?
Julien la fixa longuement. Elle ne t'a rien demandé. Claire rit sèchement. Non, mais elle prend. Ta présence, ton attention. Et toi, tu donnes. Comme si tu voulais réparer quelque chose en elle. Mais tu ne peux pas, Julien. Ce n'est pas ton rôle. Il se détourna, exaspéré. Je ne te dois pas d'explication. Elle le suivit du regard. Tu as raison. Mais tu en devras au conseil d'administration si cette histoire devient publique. Crois-moi, certains actionnaires seraient ravis d'avoir une raison de remettre en question ton leadership. Julien se retourna, la voix plus ferme. Ce que je fais de mes pauses ou de mes commandes ne regarde que moi. Claire s'approcha à nouveau, plus calme, plus dangereuse. Ce n'est pas une histoire de pause, Julien. C'est une histoire d'image. Et dans notre milieu, l'image, c'est tout. Elle reprit son manteau, ajusta ses gants. Réfléchis, je ne suis pas ton ennemi. Mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu fais voler en éclats ce que nous avons construit. Elle quitta le bureau sans se retourner. Julien resta seul, tendu mais décidé. Il savait que Claire ne lançait jamais de menaces en l'air. Si elle s'était déplacée pour en parler, cela signifiait qu'elle préparait quelque chose de plus grand. Pourtant, malgré l'alerte, il ne regrettait pas ses choix. Chloé représentait tout ce qu'il avait oublié dans sa vie de pouvoir. La sincérité brute, la dignité sans apparat, le silence qui valait plus que 1000 discours bien calibrés. Ce même soir, il commanda un simple thé. Et c'est Chloé qui apparut à sa porte, comme toujours. Lorsqu'elle entra, il la regarda longuement, avec une intensité nouvelle. Il voulait lui dire qu'un orage se préparait, qu'elle risquait d'en être la cible. Mais il n'en fit rien. Il lui proposa le thé, lui offrit un fauteuil et parla d'autre chose, parce que pour le moment il ne voulait pas que la peur vienne abîmer ce fragile équilibre qu'ils avaient trouvé. Mais Claire n'avait pas dit son dernier mot. Et Chloé, encore ignorante des tensions qui s'accumulaient dans les étages supérieurs du monde de Julien, avançait sans se douter que bientôt, elle ne serait plus seulement une présence discrète dans la vie d'un homme, mais une cible dans un univers qui n'admettait pas les intruses. Le soir tombait avant qu'elle ne parvienne à rejoindre son appartement. Le ciel était lourd, chargé de nuages sombres, et la rue semblait plus étroite que d'habitude, comme soumise à un poids invisible. Chloé verrouilla la porte derrière elle avec plus de force qu'il n'eût été nécessaire. Le couloir silencieux, résonnant de ce claquement sec, elle retira ses chaussures usées, les laissant près de l'entrée, puis jeta son casque sur le lit défait. Ses mains tremblaient légèrement, non de froid mais d'une tension profonde née d'un conflit intérieur. Depuis quelques jours, l'ombre de la présence de Claire Beaumont se profilait dans le quotidien de Julien Martel, menaçant le fragile équilibre qu'elle-même, Chloé, avait accepté avec réserve. Elle avait senti, sans savoir pourquoi, le danger avant même que les mots ne se prononcent. Ce danger prenait le nom de jalousie, de préjugés, de regard méprisant sur ce qu'elle représentait. Une livreuse pauvre, vivant à Saint-Denis, en dehors du cercle fermé dans lequel Julien évoluait. Le souvenir de leur dîner quelques jours plus tôt était encore vif. La tension dans l'air, les insinuations blessantes de Claire, l'humiliation silencieuse et brusque qui avait brûlé ses joues. Depuis, elle avait disparu des applications de livraison. Plus d'appels pour le bâtiment vitré, plus de commandes à cette adresse. Julien avait cherché à la joindre par téléphone, par les messages de l'application, mais il n'y avait plus de traces de son nom dans la liste des coursiers disponibles ce jour-là. Elle savait comment il fonctionnait. Dans son milieu, une rumeur suffirait à suffoquer toute relation, et elle craignait qu'il ait cédé. Mais l'idée de disparaître sans rien dire, de s'évanouir dans l'anonymat, l'angoissait plus qu'autre chose. Elle ne voulait pas être celle qu'on efface pour ne pas troubler l'image d'un homme influent. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle enfila un vieux veston sombre, vérifia qu'elle avait un peu d'argent dans sa poche, enfila des gants pour masquer les mains rougies par le froid et quitta l'appartement. Maxime dormait depuis déjà longtemps, la respiration régulière. Sa mère somnolait dans la pièce voisine, entourée de médicaments et d'un vieux fauteuil poussiéreux. Elle évita de prendre le bus à l'arrêt habituel, craignant qu'un regard trop curieux n'interprète ce geste comme une fuite. Elle marcha, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, sentant sous ses pas le pavé humide de la nuit, le souffle du vent froid contre son visage, jusqu'à atteindre la main tremblante, le portail du bâtiment en verre. Elle hésita une seconde, posa les doigts sur le digicode, puis composa le numéro qu'il lui avait donné ce matin, dans un message qu'elle avait ouvert,
puis refermée aussitôt. L'entrée s'ouvrit dans un clic froid. Elle monta les étages, chaque marche cognant dans sa tête comme un glas, et elle sonna. La porte s'ouvrit sur Julien. Son visage exprima la surprise, peut-être même l'angoisse, mais il ne dit rien. Un silence suspendu, alors qu'il regardait la bouteille d'eau et les verres disposés sur la table basse. Derrière lui, on devinait l'appartement éclairé, impeccable, presque irréel dans son propreté. Il ferma la porte doucement derrière elle. Elle entra, le cœur battant. Elle n'attendait pas de réponse facile. Elle cherchait simplement un espace sûr pour parler. Elle posa le sac usé sur le coin du canapé, ses bottes sur le bord du tapis, puis se tourna vers lui. « Je ne suis pas venue pour un café », dit-elle d'une voix ferme, sans trembler. Elle évita de croiser son regard. Trop de choses se disaient dans l'obscurité de ses pupilles. « Je suis venue pour me défendre, pour que tu saches ce que je suis, ce que je refuse d'être. » Julien la regarda silencieux. « Je ne suis pas une distraction. Je ne suis pas un projet social. Je ne suis pas votre bonne action après un dîner ou une réunion. Je vis, je respire, je souffre, comme n'importe qui. Et je ne quitterai pas mon travail à cause de ragots ou de peur. » Elle inspira profondément, laissant les mots résonner dans la pièce. « Si quelqu'un te demande d'annuler mon contrat, de me virer, alors tu comprendras que je ne partirai pas seul. Tu choisiras aussi. » Un tremblement passa dans l'épaule de Julien. Il baissa les yeux, détourna le regard vers la fenêtre, vers l'obscurité paisible de la ville. Le silence reprit, lourd, chargé. Puis enfin il parla d'une voix basse, presque étranglée. « Personne ne t'a demandé de partir. » Il s'approcha, marcha jusqu'à elle, sans toucher. « Mais je n'ai jamais douté de ce que tu es, de ta dignité. » Elle releva les yeux, et pour la première fois, elle osa croire à la sincérité de ses mots. Non pas comme une promesse vide, mais comme une reconnaissance nue, sans paillettes. Elle sentit la tension dans son ventre se relâcher, la colère se transformer en fatigue, en soulagement. Elle avait tenu bon, elle n'avait pas fui. Elle s'était levée quand le monde voulait la faire plier. Julien fit un geste hésitant. Il ouvrit le sac du canapé, en sortit un siège pliant et le posa en face du sien. Puis il s'assit, sans se lever, sans distance. « Je veux que tu restes. Je veux que tu travailles ici, si tu le veux. Non pour moi, mais pour toi. Pour ce que tu vaux. » Elle secoua la tête, doucement. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes. « Je ne veux pas de pitié. Je ne veux pas qu'on me regarde avec condescendance. Si j'accepte, ce sera comme une femme qui prend l'opportunité qu'elle mérite, pas comme une charité. » Il hocha lentement la tête, grave, respectueux. « Tu auras un contrat. Un vrai. Rien qui te rattache à ce passé. Rien qui puisse dire que je t'ai aidé par pitié. » Elle resta silencieuse un long moment, observant la lumière chaude du salon, le parquet clair, les contours nets des meubles. Elle pensa à sa mère, à son frère, aux factures qui ne cesseraient pas d'arriver, aux menaces de loyer, aux courses impayées. Elle pensa à sa fierté, à son refus de supplier, et finalement, elle releva les yeux vers lui. « Très bien, mais à une condition. Je commence au bas. Pas comme une assistante de direction, ni comme une conseillère. Je commence comme moi, une femme qui veut travailler. » Julien esquissa un petit sourire, sincère, sans gloriole. « D'accord. » Elle se leverait le lendemain matin, avec un nouveau nom sur la liste des salariés, un nouveau parcours. Pas parce qu'il croyait en moi, pensa-t-elle, mais parce que j'ai cru en moi-même. Dans le silence calme de l'appartement, alors que la pluie cessait enfin dehors, quelque chose changeait. Pas seulement une offre, mais le début d'un choix, celui de ne plus accepter qu'on décide pour elle. Le mois suivant fut une succession de journées interminables et de silences de plus en plus lourds. Chloé, désormais officiellement employée par l'entreprise de Julien, avait intégré un petit service administratif interne. Elle s'occupait des inventaires logistiques, des factures oubliées, des bons de commande mal classés. Le poste était modeste, mais elle l'avait exigé ainsi. Elle voulait tout apprendre, brique par brique, sans jamais donner à personne l'occasion de dire qu'elle avait obtenu quoi que ce soit par favoritisme. Elle arrivait chaque matin avec une heure d'avance, quittait le bureau discrètement, ne parlait à personne à part sa supérieure directe. Elle évitait soigneusement le regard des cadres, contournait les discussions de couloir, s'asseyait toujours dans le coin le plus reculé de la salle de pause. Julien respectait cette distance. Il ne se croisait presque jamais dans les étages. Lui continuait à diriger ses réunions, signer ses contrats, voyager,
apparaître dans les médias spécialisés. Officiellement, il ne l'avait pas recrutée personnellement. L'annonce avait été publiée. Elle avait postulé via le site interne, suivi une courte période de test. Tout était légal, propre, conforme, mais les regards dans les couloirs ne mentaient pas. Certains murmuraient dès qu'elle entrait. D'autres la fixaient avec une insistance suffisante pour qu'elle comprenne. Elle n'était pas attendue ici. Les choses commencèrent à se compliquer un mardi matin. Claire Beaumont réapparut dans les locaux, accompagnée de 2 membres du conseil d'administration. Elle fit mine de saluer Chloé dans l'ascenseur, avec un sourire poli qui transpirait l'ironie. Le message était clair. Elle n'avait pas oublié. Et elle préparait quelque chose. 2 jours plus tard, un article anonyme fut publié dans un site économique influent. Le titre était suggestif, écrit avec le ton hypocritement neutre des grandes rédactions. Quand le cœur entre dans les affaires, Julien Martel accusé de népotisme affectif. Le contenu, bien que prudent, évoquait de façon à peine voilée une jeune employée récemment intégrée au service de l'entreprise, autrefois livreuse, et désormais promue dans un département administratif sans expérience. L'article ne nommait pas Chloé, mais ses collègues la reconnurent immédiatement. Le lendemain, plusieurs copies imprimées traînèrent dans la salle de repos. Julien convoqua une réunion d'urgence avec le service de communication. Il voulait couper court aux rumeurs, établir la transparence. Mais dans un monde où l'image valait plus que les faits, cela ne suffisait pas. Le conseil d'administration, inquiet des conséquences sur la réputation de la société, exigea des explications formelles. Claire, naturellement, suggéra que Chloé soit suspendue temporairement, le temps que la polémique se calme. Julien refusa, fermement. Il déclara que tout avait été fait dans les règles, que Chloé n'avait reçu aucun traitement de faveur et qu'elle travaillait avec rigueur et discrétion. Mais l'insistance de certains membres, couplée à la médiatisation croissante de l'affaire, mit une pression intenable sur la structure de l'entreprise. Chloé, de son côté, lut l'article dans un coin discret du parc situé derrière l'immeuble. Elle ne ressentit ni honte ni peur, mais une lassitude profonde. Elle connaissait ce monde. Elle savait qu'il suffisait d'un soupçon pour que la réalité soit balayée. Elle savait aussi qu'elle n'avait jamais demandé cette place, qu'elle avait été choisie et qu'elle avait travaillé plus dur que beaucoup ici. Pourtant, les mots froids de l'article, les regards tranchants de ses collègues, les soupirs agacés dans les ascenseurs, suffisaient à lui faire comprendre que sa présence dérangeait. Non pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle représentait, une fracture dans un système codifié. Elle réfléchit longuement toute la soirée, assise dans sa cuisine, pendant que Maxime faisait ses devoirs. Elle observa sa mère dormir devant la télévision, la respiration lourde. Elle pensa aux médicaments à renouveler, à la facture d'électricité encore impayée. Elle pensa à la paix fragile qu'elle avait commencé à construire. Puis, sans consulter personne, elle prit une feuille de papier, écrivit quelques lignes, plia le mot en 2 et le glissa dans une enveloppe. Le lendemain matin, elle entra dans les bureaux comme d'habitude, salua à peine, se dirigea vers l'étage de la direction. Elle demanda à laisser une lettre à l'attention de Julien, prétextant qu'il était en réunion. Elle laissa l'enveloppe à la secrétaire, puis sortit du bâtiment sans se retourner. Elle n'avait prévenu personne. À midi, Julien reçut la lettre. Il l'ouvrit avec prudence, la reconnut dès les premières lignes. L'écriture était droite, ferme, sans fioriture. Les mots étaient simples, mais chaque phrase trahissait une décision irrévocable. « Je ne veux pas être un problème. Je ne veux pas qu'on vous accuse pour m'avoir tendu la main. Ma place ici n'est plus possible, pas à cause de vous, mais à cause du monde que vous représentez. Je ne vous en veux pas. Mais je pars pour protéger ce que vous avez construit. Merci pour la confiance. Je n'ai jamais eu besoin d'autre chose. » Il relut la lettre plusieurs fois. Son visage resta figé, mais ses mains tremblaient. Il n'eut pas le temps de la rattraper. Elle avait déjà disparu du système interne, badge désactivé, bureau vidé. Une employée de plus partie du jour au lendemain, comme tant d'autres. Mais pour lui, ce départ laissait un vide qu'aucun tableau Excel, qu'aucune réunion, qu'aucune conférence ne pouvait combler. Chloé, elle, prit un bus en direction du périphérique. Elle n'avait pas de plan. Elle pensait vaguement à retourner dans le village de son enfance, où il ne restait presque rien. Mais surtout, elle voulait du silence. Un silence qu'elle n'aurait plus à justifier. Un espace où elle ne serait plus ni une menace ni un symbole. Juste une femme, fatiguée, mais debout. Julien ne dormait plus. Depuis la lettre laissée par Chloé, ses journées étaient mécaniques,
réduite à des suites de réunions, de signatures, de sourires forcés. Ses nuits, elles, n'étaient que longues heures blanches passées à fixer le plafond ou à faire défiler sur son téléphone d'anciens messages qui n'existaient plus. Il avait bien tenté de la joindre, mais elle avait supprimé son compte sur l'application de messagerie, changé son numéro, vidé ses réseaux. Le bureau qu'elle avait occupé, minuscule et caché derrière une baie vitrée, était désormais vide. Aucune trace d'elle n'y subsistait, comme si elle n'avait jamais existé. Mais Julien n'acceptait pas l'oubli. Il ne le supportait pas, non pas par caprice ou par ego blessé, mais parce qu'il savait ce qu'il avait vu chez elle. Il savait que Chloé avait fui pour le protéger, que son départ n'était pas une démission mais un sacrifice, et cela, il ne pouvait le laisser impuni. Il se mit alors à chercher, discrètement, en marge de ses obligations. Il contacta quelques collègues dans l'entreprise de livraison où elle travaillait auparavant, retrouva un ancien responsable RH qui se souvenait d'elle. Grâce à un vieux formulaire d'inscription, il parvint à obtenir une ancienne adresse postale. Il hésita un moment, puis un samedi matin, prit sa voiture et quitta Paris en direction de Saint-Denis. Le quartier lui sembla encore plus triste que dans ses souvenirs. Des façades abîmées, des cages d'escalier sans lumière, des poubelles débordant sur les trottoirs. Il demanda à une passante âgée si elle connaissait Chloé. Elle hocha la tête sans répondre, puis lui indiqua un immeuble au fond d'une allée. Julien s'y rendit. Devant la porte, il s'immobilisa. Le silence du bâtiment contrastait brutalement avec le tumulte de ses pensées. Il frappa. Une fois, 2 fois, rien. Au moment où il allait repartir, la porte s'ouvrit doucement. Chloé se tenait là, les traits tirés, le regard étonné, presque figé. Elle portait un pull large, trop vieux, et ses cheveux étaient attachés à la hâte. Pendant un instant, aucun mot ne fut échangé. Puis elle murmura, comme si elle n'était pas certaine de le voir réellement. « Tu ne devrais pas être ici. » Julien soutint son regard. Je ne pouvais pas rester là-bas sans comprendre. Elle resta sur le seuil indécise, puis s'écarta lentement pour le laisser entrer. L'appartement était minuscule, mal chauffé, rempli de médicaments sur la table basse, de cahiers d'écoliers sur la table de la cuisine. Maxime n'était pas là, sûrement à l'école. La mère de Chloé, étendue dans un fauteuil, dormait profondément, une couverture jusqu'au menton. Julien s'assit sur une chaise bancale. Il regarda autour de lui, prit la mesure de ce qu'elle avait toujours eu. Ce n'était pas une pauvreté de façade, c'était une lutte, constante, silencieuse, dissimulée sous des couches de dignité. Il croisa les bras. « Tu aurais pu me parler. » Elle s'assit en face de lui, le regard vide. « Et te dire quoi? Que j'étais en train de couler? Que tout ce que j'avais réussi à reconstruire allait s'effondrer à cause d'un article rédigé par une femme jalouse? Tu as une entreprise à sauver. Moi, je n'ai qu'un toit et 2 personnes à nourrir. » Julien ne répondit pas immédiatement. Il se contentait de l'écouter. Pour la première fois, Chloé parlait sans retenue. « Je suis partie parce que je sais comment fonctionne ce monde. On m'aurait accusé de t'avoir manipulé. On aurait fouillé ma vie. On aurait trouvé des défauts là où il n'y avait que de la survie. Et toi, tu aurais payé pour m'avoir simplement regardé comme une égale. » Julien serra les poings. « Tu as porté seul ce poids, alors que je t'avais promis que tu ne serais plus seul. » Elle hocha lentement la tête. « Tu m'as offert une chance. Je ne voulais pas que ce geste te coûte ce que tu as mis toute une vie à construire. » Il se leva. Son regard était grave, mais pas en colère. Il s'approcha de la fenêtre, regarda la rue en contrebas. « Tu crois que tout ce que j'ai bâti vaut plus que la seule chose vraie que j'ai rencontrée depuis des années ?» Elle resta figée, les mots suspendus dans sa gorge. « Tu crois que cette entreprise peut me remplacer la seule personne qui m'a regardé sans attente, sans calcul ?» Il se retourna vers elle. « Chloé, j'ai fait des affaires avec des présidents, des multinationales. J'ai voyagé dans 15 pays en 1 an. J'ai reçu des prix, donné des conférences, fait la une des magazines. Et malgré tout ça, je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme toi. » Elle baissa les yeux, la gorge nouée. « Ce n'est pas assez. » Julien s'approcha lentement, s'agenouilla devant elle. « Tu n'as pas besoin de tout porter seul, pas cette fois. » Elle le regarda enfin. Il n'y avait pas de promesse dans ses yeux, pas de romantisme facile, juste une détermination nue, celle d'un homme qui avait compris trop tard que le silence tue plus que le scandale. Il prit sa main, sans la forcer. « Je ne te demande pas de revenir maintenant. Je te demande juste de ne plus disparaître. » Elle ne répondit pas, mais ne retira pas sa main non plus.
C'était peut-être ça le début d'impossible. Non pas une reprise, non pas un retour triomphal, mais une simple décision. Rester visible, exister malgré les regards, accepter malgré les cicatrices. Ce jour-là, Julien partit sans insister, mais il laissa sur la table un petit dossier. À l'intérieur, une proposition, un projet de formation interne, un poste adapté à ses compétences, un rythme flexible. Il n'avait pas tout annulé. Il avait préparé, silencieusement, comme elle avait vécu si longtemps. Et pour la première fois depuis des semaines, Chloé sentit quelque chose s'alléger. Non la douleur, non la peur, mais cette sensation étrange qu'elle n'était plus seule à porter ce qui lui restait d'avenir. Pendant plusieurs jours, Chloé ne toucha pas au dossier laissé par Julien. Elle le déplaça d'un coin à l'autre de la table, le recouvrit parfois de journaux ou d'enveloppes, sans jamais l'ouvrir. Elle le savait complet, organisé, précis. Julien n'aurait rien laissé au hasard, mais quelque chose en elle résistait encore, non par défi, mais par peur. Peur d'accepter ce que cela représentait. Une deuxième chance. Et les deuxièmes chances, dans sa vie, s'étaient toujours soldées par des pertes plus lourdes. Maxime, de son côté, la regardait souvent avec un mélange d'admiration muette et de méfiance. Il avait deviné que quelque chose avait changé, sans comprendre exactement quoi. Il la suivait dans ses moindres gestes, restait silencieux quand elle parlait au téléphone, l'observait quand elle faisait la vaisselle ou rangeait les affaires. Il avait compris que sa sœur portait sur les épaules quelque chose qui dépassait leur mur défraîchi. Leur mère, affaiblie mais lucide, avait aussi remarqué le trouble dans les yeux de Chloé. Une nuit, alors que la télévision grésillait en fond sonore, elle lui avait demandé à voix basse « Tu vas partir ?» Chloé avait répondu non d'un ton si immédiat qu'elle s'était surprise elle-même. Mais la question avait eu l'effet d'une piqûre. Elle n'avait pas pensé à partir. Elle n'avait pas de rêve de fuite, de nouvelle vie ailleurs. Ce qu'elle voulait, c'était simplement pouvoir respirer sans compter chaque centime, sans guetter chaque lettre de relance dans la boîte aux lettres. Finalement, un vendredi matin, elle ouvrit le dossier. Les feuilles étaient parfaitement rangées, les paragraphes clairs, les conditions nettes. Il n'y avait aucune mention de Julien en tant que responsable du recrutement. C'était un contrat classique, poste de coordination logistique, salaire conforme au marché, horaire modulable, période d'essai comme pour n'importe quel autre salarié. Elle serait formée, évaluée, intégrée dans une équipe qui ne dépendait pas directement de la direction. Rien ne la liait personnellement à lui, si ce n'est l'origine silencieuse de cette opportunité. Elle ferma les yeux un instant, les doigts posés sur la dernière page. Puis, lentement, elle rangea le tout dans une chemise, enfila son manteau, vérifia la prise des médicaments de sa mère, déposa un mot à Maxime et sortit. Elle prit le bus, traversa la ville en silence, observant par la vitre les rues qu'elle avait connues à vélo, les quartiers qu'elle n'avait jamais explorés autrement que dans l'urgence. Arrivée au siège de l'entreprise, elle entra par l'entrée principale. L'accueil la reconnut immédiatement, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle demanda à voir le responsable du département logistique, déclina son identité, tendit le dossier. On lui fit signe d'attendre. L'homme arriva après quelques minutes, la salua cordialement, l'invita à le suivre. L'entretien dura moins d'1 heure. Il ne fut pas condescendant, ni trop familier. Il parla de missions concrètes, de tâches à réaliser, de formations internes. Chloé écouta, répondit avec précision sans jamais mentionner Julien. Quand il lui demanda pourquoi elle voulait intégrer leur structure, elle répondit calmement « Parce que je sais ce que c'est de gérer du concret. De faire en sorte que les choses arrivent à l'heure, malgré tout. Je ne viens pas chercher du confort. Je viens offrir du travail. » Il hocha la tête, prit quelques notes et lui dit qu'elle recevrait une réponse dans les jours suivants. Elle sortit sans attente, sans euphorie. Elle ne voulait pas rêver trop vite. Elle voulait rester ancrée, debout, prête à affronter encore. 2 jours plus tard, un courrier arriva. Elle était acceptée. Poste confirmé. Début prévu pour le lundi suivant. Chloé resta debout dans la cuisine pendant de longues minutes, la lettre à la main immobile. Elle ne souriait pas. Elle respirait. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait sans que cela ne lui coûte. Julien n'apprit la nouvelle que plus tard, par un message bref de son collègue du département. Il n'émit aucun commentaire. Il se contenta de ranger son téléphone dans la poche intérieure de son veston et de poursuivre la réunion en cours. Mais intérieurement, il sut qu'elle avait franchi un cap. Non pas vers lui, mais vers elle-même.
Le lundi, elle arriva tôt, comme elle l'avait toujours fait. Elle fut accueillie sans traitement particulier, sans distinction, juste une nouvelle recrue parmi d'autres. Et cela, plus que tout, la rassurait. Elle avait peur du regard des autres, mais elle n'avait plus peur de sa place. Elle était là pour travailler, pas pour plaire, ni pour se justifier. Les premières semaines furent denses. Elle apprit à manipuler des logiciels qu'elle n'avait jamais vus, mémorisa des procédures, géra des volumes de données, répondit à des mails avec rigueur. Son supérieur la salua un jour en fin de journée. « Vous apprenez vite. » Elle répondit simplement « J'écoute. » Personne ne fit de lien public entre elle et Julien. Il n'y eut pas d'article, pas de rumeur. Claire, silencieuse, observait sans agir. Peut-être attendait-elle un faux pas. Peut-être avait-elle compris que cette femme qu'elle avait méprisée n'avait pas besoin de protection, mais seulement d'espace pour exister. Chloé, elle, ne chercha pas Julien. Elle se contenta de faire son chemin, pas à pas, sans jamais se retourner. Mais chaque soir, en quittant le bureau, elle passait devant le bâtiment principal. Et parfois, en silence, elle levait les yeux vers la fenêtre du dernier étage, là où la lumière restait allumée plus tard que les autres. Elle ne cherchait pas un signe. Elle constatait simplement qu'ils étaient deux à continuer, séparés mais présents, solidaires, chacun à leur manière. Et pour l'instant, cela suffisait. Ce matin-là, le silence habituel du bureau de Chloé fut interrompu par un bourdonnement inhabituel. Les chuchotements circulaient de bureau en bureau, les regards se tournaient rapidement, puis se détournaient dès qu'elle levait la tête. Quelque chose flottait dans l'air, une tension différente des jours précédents, plus épaisse, plus insistante. En allumant son ordinateur, elle sentit son ventre se nouer. Son instinct ne la trompait jamais. Elle entendit deux collègues derrière elle murmurer des mots qu'elle ne comprit pas immédiatement. Puis, dans la salle de repos, un journal traînait sur la table. Elle s'en approcha, les doigts tremblants, et vit sa propre photo imprimée en noir et blanc. En haut de la page, un titre sec et agressif. « Favoritisme au sommet. La protégée du PDG fait trembler la direction. » L'article était signé. Claire Beaumont. Les lignes suivantes déballaient, avec une froideur méthodique, chaque étape de son parcours depuis son embauche. Le récit insinuait une proximité entre Julien et elle, évoquait leur passé commun à travers des sources internes et présentait son embauche comme une manœuvre sentimentale masquée en promotion méritée. Aucune preuve directe, mais des allusions constantes. Une ancienne employée devenue cadre, vivant dans un quartier défavorisé, sans diplôme reconnu, propulsée à un poste logistique en un temps record. Le ton était sec, l'accusation implicite, mais le message était limpide. Chloé ne méritait pas sa place. Elle en avait hérité par proximité personnelle. Elle relut l'article 2 fois, puis le reposa, la mâchoire crispée. Elle n'eut pas besoin de chercher Julien. Il entra dans le bureau 1 heure plus tard. La démarche tendue, le visage fermé. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, prit une inspiration. « Je suis désolé. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, puis baissa les yeux. « Ce n'est pas ta faute. C'était prévisible. » Il hocha la tête sans défense. « Le conseil veut te suspendre temporairement, officiellement, pour éviter l'amalgame. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux ?» Julien hésita. Il ne savait pas répondre sans mentir ou blesser. Il voulait la défendre, la garder, affronter les critiques, mais il savait ce que cela impliquait. La direction était sous pression. L'image publique de l'entreprise commençait à être entachée. Et dans ce monde, le doute suffisait à condamner. Chloé comprit sans qu'il ait besoin de parler davantage. Elle ramassa ses affaires, lentement, méthodiquement. Elle ferma son sac, se leva et dit simplement « Alors je pars ». Julien tenta de protester, mais elle leva la main. « Pas pour fuir, pour que tu puisses rester debout. Je ne veux pas que mon nom continue à faire partie des arguments de ceux qui te détestent. Je ne veux pas être ton erreur. » Elle passa à côté de lui, sans le regarder. Il sentit son odeur discrète, familière, une chaleur qu'il ne reverrait peut-être plus. Ce soir-là, l'entreprise fit une déclaration officielle à la presse. Elle parlait de réorganisation interne, de transfert volontaire d'une collaboratrice vers une structure partenaire. Aucun nom n'était mentionné, mais ceux qui savaient, savaient. Le lendemain, les médias évitèrent le sujet. L'affaire s'éteignit presque aussi vite qu'elle avait été allumée, mais le mal était fait. Julien resta longtemps dans son bureau, seul. Il ne dit rien,
ne consulta aucun dossier. Il fixait la lettre de démission manuscrite qu'elle lui avait laissée en partant. Courte, sans plainte. Elle remerciait pour la confiance, pour l'opportunité, et lui souhaitait de continuer à défendre les gens comme elle, même quand ils ne ressemblent pas à ce qu'on attend. Chloé, elle, reprit le chemin de Saint-Denis sans grande émotion. Elle avait tenu bon. Elle n'avait pas fui, n'avait pas menti, n'avait pas demandé. Elle avait travaillé, mérité chaque centimètre de respect, et pourtant, cela n'avait pas suffi. Elle ne pleura pas. Ce monde ne la briserait pas encore. Elle rentra à pied, un long trajet silencieux sous un ciel gris, les mains dans les poches, les pensées alignées. À la maison, Maxime l'attendait avec une lettre de l'école. Un programme de bourse venait d'être approuvé. Il pourrait changer d'établissement dès le mois suivant. Chloé lut la feuille sans comprendre tout de suite. Puis, elle aperçut, au bas du document, une mention discrète. Soutien privé, via initiative externe. Elle devina. Julien. Elle ne sourit pas, mais ses mains cessèrent de trembler. Il n'était pas intervenu dans sa vie, il l'avait protégée sans l'exposer. À distance, avec discrétion. Et c'était peut-être cela, la forme la plus rare de respect. Le lendemain, elle commença à chercher un autre emploi. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester inactive. Elle refusa les propositions trop généreuses, les contrats aux clauses floues. Elle voulait recommencer, encore, à sa manière. Parce qu'elle avait appris désormais que son histoire ne serait jamais simple, mais qu'elle pouvait au moins être droite. La lettre attendait sur le bureau de Julien depuis le matin. Une simple enveloppe blanche, sans timbre, sans adresse, laissée par un coursier silencieux à la réception. L'assistante l'avait déposée avec le courrier du jour, pensant qu'il s'agissait d'un document administratif. Julien la remarqua en fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau. Il reconnut l'écriture dès qu'il vit les lettres formant son prénom. Cette écriture fine, droite, sans fioriture. Il sut immédiatement. Et ce qu'il ressentit en la voyant là, posée sans bruit au milieu de tout le reste, fut un mélange de soulagement et d'angoisse. Il ferma la porte, s'assit lentement, et laissa la lumière tamisée remplir la pièce. Il ne se pressa pas pour ouvrir l'enveloppe. Il la tourna dans ses mains, observa les bords légèrement froissés, imagina les doigts qui l'avaient refermés. Quand il décida enfin de briser le silence du papier, il le fit avec une lenteur douloureuse. Il déplia les 2 feuilles qu'elle contenait. La première était courte, simple, une lettre de Chloé. « Julien, je suis parti parce que je ne voulais pas devenir un fardeau. Pas pour toi, pas pour ton entreprise, pas pour ce que tu es en train de construire. Tu m'as tendu la main, mais le monde dans lequel tu vis n'a jamais été conçu pour accepter des gens comme moi. Je n'ai pas fui. J'ai reculé pour que tu puisses avancer. Ce n'est pas un abandon. C'est un choix. Le mien, parce que j'ai compris qu'il y a des combats qui se mènent à distance. Je ne regrette rien, pas même les jours de silence, pas même les regards pesants, pas même les mots qu'on n'a pas dits. Tu m'as offert plus que du travail. Tu m'as offert un regard dans lequel je n'étais pas une anomalie, pas une honte à camoufler, juste une femme. Ça, personne ne me l'avait jamais donné. Ne viens pas me chercher. Pas tout de suite. Je ne veux pas revenir à l'endroit où j'étais toléré à condition de ne pas faire de bruit. Mais je veux que tu saches que je vais bien, je reconstruis, et que tu m'as aidé à me rappeler ce que ça veut dire exister. Je ne sais pas où cette histoire nous mène. Je ne sais pas si elle mènera quelque part. Mais elle m'a mené à moi-même. Et ça, c'est déjà beaucoup. Chloé. Julien resta longtemps immobile, après avoir lu. Ses doigts serraient doucement le papier, comme s'il risquait de disparaître. Il relut chaque phrase, chaque mot. Rien n'était là par hasard. Rien n'était formulé dans l'attente. Elle ne cherchait ni réponse, ni réaction. C'était une déclaration de liberté, et en même temps, une reconnaissance silencieuse de ce qu'ils avaient partagé. La deuxième feuille était une copie d'un contrat à temps partiel signé entre Chloé et une association culturelle de quartier, coordinatrice d'activités scolaires. Elle s'occupait des enfants après les cours, organisait des ateliers de lecture, d'écriture, d'orientation. Elle avait écrit au stylo dans la marge, pas prestigieux mais utile, et ça me suffit. Julien se leva, marcha jusqu'à la grande baie vitrée de son bureau. Il observa les lumières de la ville, les phares qui défilaient sur le périphérique, les bureaux qui s'éteignaient un à un dans les immeubles voisins. Pendant des années, il avait cru que son pouvoir résidait dans sa capacité à tout contrôler, à tout anticiper.
Chloé lui avait prouvé l'inverse. Elle avait choisi de partir sans haine, sans dette, sans vouloir être sauvée. Elle s'était tenue droite dans le chaos, et c'était cela, sa plus grande force. Le lendemain, il entra dans la salle de presse, devant un mur de caméras, de journalistes, de flash. C'était une conférence prévue depuis des semaines, autour d'un nouveau projet de technologie durable. Mais à la fin, au lieu de s'en tenir aux chiffres et aux performances, il demanda la parole. Et dans un silence attentif, il parla d'honnêteté, d'égalité, de mérite. Il parla de ceux qu'on refuse d'écouter, de ceux qu'on juge trop vite. Sans jamais citer son nom, il parla de Chloé, de ce qu'elle lui avait appris, de ce que son départ avait révélé. « Nous construisons des machines intelligentes, dit-il, mais il serait temps que nous apprenions à regarder les humains avec autant de précision. » Le lendemain, les titres des journaux furent moins virulents. Certains saluèrent le courage, d'autres parlèrent de manœuvres de communication. Peu importait. Pour Julien, ce n'était pas un discours, c'était une dette qu'il payait, en silence. Chloé, elle, apprit la nouvelle par un voisin qui lui montra un extrait du journal du soir. Elle n'émit aucun commentaire. Elle continua de corriger les devoirs de Maxime, de faire chauffer le repas, de préparer les dossiers de l'association. Mais ce soir-là, en allant se coucher, elle ouvrit son tiroir, sortit la copie de sa lettre et relut la dernière phrase qu'elle avait écrite. Elle sourit à peine, presque imperceptiblement. Elle ne regrettait rien. L'hiver touchait à sa fin, mais l'air restait mordant. Les trottoirs de Saint-Denis portaient encore les traces d'un froid obstiné, mêlé à la fatigue urbaine accumulée sur les murs, les vitres, les pas pressés des passants. Chloé sortait d'un atelier avec les enfants du quartier. Elle portait un sac rempli de cahiers, de feutres usés, de feuilles de papier gribouillées. Son manteau, trop léger pour la saison, laissait filtrer le vent contre sa peau. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle n'avait plus peur du froid, ni du poids des sacs, ni même de l'incertitude des jours à venir. Elle avançait, pas par espoir, mais par constance. Ce vendredi-là, elle rentra plus tôt que prévu. Maxime était censé être encore à l'école, sa mère en consultation. Mais en entrant dans le couloir sombre de l'immeuble, elle sentit tout de suite que quelque chose n'était pas comme d'habitude. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Elle la poussa doucement, sans bruit. Dans le salon, Maxime était là, assis sur le vieux canapé, son sac de cours posé à ses pieds. À côté de lui, un homme, debout, droit, les mains dans les poches d'un manteau noir. Julien. Il tourna la tête lentement à son arrivée. Le silence fut total. Pas d'effusion, pas de phrases précipitées, juste le bruit lointain de la rue en contrebas. Maxime se leva le premier. Il est venu me chercher à la sortie de l'école. Il dit qu'il avait une bonne nouvelle. Chloé referma la porte derrière elle. Elle s'approcha sans se presser, posant son sac près de la table. Elle observa Julien. Il avait l'air plus fatigué que dans ses souvenirs, mais il tenait debout, solidement. Il ne souriait pas, mais ses yeux disaient autre chose. Une détermination calme, ferme, une présence sans bruit. Elle se tourna vers Maxime. « Tu peux aller dans ta chambre ? Je veux parler avec lui. » Le garçon acquiesça sans discuter, obéissant sans comprendre. Il sortit, referma la porte derrière lui. Julien ne bougea pas. « Je ne suis pas venu pour te convaincre de revenir. Je ne suis pas venu pour moi. » Elle croisa les bras, silencieuse. « La clinique où ta mère est suivie. Elle a obtenu un accord de partenariat avec une fondation privée. Les soins vont continuer, sans interruption. » Elle ne répondit pas. Maxime a été inscrit officiellement dans un nouvel établissement. Il commencera dans 10 jours. L'association que tu diriges va recevoir un fonds de soutien sur 2 ans. C'est anonyme. Tu n'as rien à signer. Elle continua de l'écouter, les lèvres serrées. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas un cadeau. Ce sont des ressources pour qu'il y ait un après. Parce que tu as tenu bon quand tout te poussait à tomber. Il fit une pause. Sa voix resta basse. Et parce que je te dois plus que des mots. Elle recula d'un pas, pas par peur, mais pour respirer. Tu as fait tout ça, sans que je le demande. Il acquiesça, parce que tu ne l'aurais jamais demandé. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, elle s'assit sur le bord du canapé. Et maintenant ? Il la regarda. Maintenant, je te dis ce que j'ai appris. Je ne suis pas PDG quand je suis avec toi. Je ne suis pas une image à préserver, ni une fonction à défendre. Je suis juste un homme qui a vu le monde à travers tes yeux et qui a compris ce que c'est que d'aimer
sans pouvoir nommer ce sentiment. Elle détourna le regard. Elle sentit quelque chose remonter lentement dans sa gorge, mais elle le retint. Elle ne voulait pas pleurer. Pas maintenant. Pas pour ça. Tu n'as pas besoin de moi. Je le sais. Mais moi, j'ai besoin de te savoir là. Même de loin. Elle resta longtemps sans répondre. Puis, enfin, elle releva les yeux. Et si je ne peux pas te promettre quoi que ce soit, alors je resterai là, en retrait, comme quelqu'un qui comprend la valeur du silence. Elle ferma les yeux un instant, puis hocha lentement la tête. Elle n'avait pas de réponse parfaite. Pas de solution toute faite. Mais dans sa poitrine, quelque chose se déliait doucement. Ce soir-là, ils partagèrent un dîner simple. Riz, légumes, un peu de pain, rien de spectaculaire. Pas de déclaration, pas de contrat. Juste deux personnes, côte à côte, dans un appartement trop petit, autour d'un repas trop modeste. Maxime raconta sa journée. Chloé écoutait. Julien écoutait aussi. Quand il repartit, il ne demanda pas s'il pouvait revenir. Elle ne promit pas qu'il serait le bienvenu. Mais au moment de refermer la porte, elle dit « Tu sais où me trouver ». Il acquiesça, une seule fois, et descendit les escaliers sans se retourner. Chloé ferma à clé, retourna dans le salon. Elle éteignit la lumière, s'assit près de Maxime, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. Pas un sourire éclatant, pas un éclat de joie forcé, juste un sourire calme, droit. Celui de quelqu'un qui, après avoir traversé la tempête, regarde l'horizon sans peur.